4e rendez-vous sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec Olivier dans le podcast d'histoire de Radio Cool Direct. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs. Je suis au téléphone avec notre ami Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Marco, bonjour à toutes et tous ces auditrices et auditeurs, voilà. Je rappelle que c'est une émission spéciale sur l'Ukraine. On avait déjà fait d'autres numéros, alors je sais plus si c'est le 3e ou le 4e. Écoute, on avait fait un au moment, juste un mois après l'invasion, donc c'était en 2022, on a fait un en 2023, un en 2024, donc là c'est bien le 4e. Je suis en effet, alors je suis d'abord historien à la base, donc je suis docteur en histoire, je donne des cours à la Sorbonne Nouvelle, donc mon université d'origine, des cours d'histoire des relations internationales, et plus précisément aussi des cours d'histoire des pays d'Europe centrale, orientale et balkanique, et tout ça au XXe siècle. Et puis je suis aussi, parce que évidemment on cumule pas mal de choses, je suis aussi gestionnaire administratif dans mon université. Voilà. Donc voilà à peu près. Et alors effectivement, depuis bien longtemps déjà, je développe pas mal d'articles, d'interviews, de recherches, de publications diverses, plus centrées effectivement sur l'Europe centrale et sur les Balkans. Et évidemment, l'Ukraine est un pays pleinement rattaché à ce qu'on commence à réappeler maintenant l'Europe de l'Est. Et donc l'Europe centrale et orientale, tout à fait, on est en plein dedans. Et donc voilà, donc c'est pour ça. Bon, alors j'ai fait aussi pas mal de web radio, de web télévision, et puis c'est l'occasion de revenir ici sur un petit clin d'œil à notre ami commun Marco Jean-Pierre Carton, qui nous a quittés il y a 10 ans, parce que c'était en mars, si ma mémoire est bonne, mars 2015, et que si je l'avais pas connu à l'époque, qui m'avait proposé en 2012, si je crois que c'est ça, de me lancer dans l'aventure avec lui de sa web télévision qui s'appelait Les Étoiles du Cœur à l'époque. Je serais peut-être pas au micro là cet après-midi, parce que c'est avec lui que j'ai pu créer une première émission de web télé qui s'appelait Histoire d'en parler. Et après j'ai continué, notamment avec Nico Bizarre qui a gardé Nicolas Mangone qui a gardé les archives de Jean-Claude, etc. Bon, c'est toute une série ensuite de ricochets qui font que je continue encore aujourd'hui, tu vois, puis qu'on se connaît aussi, Marco, parce que sinon s'il n'y avait pas Jean Carton dans cette histoire, on se serait pas connu, c'est clair. Voilà. Peut-être dans un bar je sais pas, de Montparnasse, un truc comme ça, peut-être. Non, je blague. Ça doit être autour d'une bonne bière. Boire avec modération, s'il vous plaît, avec modération. Alors, mon cher Olivier, donc je rappelle que cette émission est spéciale, donc c'est toi qui va commenter. C'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, tu l'as bien rappelé. Alors, on va te poser la première question. Donc, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, donc, une nouvelle donne internationale est imposée. Pourrais-tu nous éclairer sur ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est-à-dire janvier 2025, dans le conflit en Ukraine? Alors, ce qui se passe effectivement dans ce conflit qui, dans ses grandes lignes, a commencé effectivement. Alors en fait, a commencé ce conflit lui-même. Ce sont les Ukrainiens qui le rappellent. Puis également, c'est un tas de spécialistes de sciences politiques et de géopolitique sur tout ça. C'est que tout ça a commencé en fait en 2014, puisque c'est là que la Russie a récupéré assez rapidement, la
Crimée, ensuite a soutenu activement toute une insurrection du sud-est de l'Ukraine qu'on appelle le Donbass, hein, et depuis cette date de 2014, eh bien il y a une situation de conflit avec la Russie, c'est très clair, et également aussi pour quelle raison? Parce que l'Ukraine, qui est un État qui a bénéficié tout simplement de son retour à l'indépendance en 1991, au moment où l'Union soviétique a achevé de se désintégrer, parce qu'avant c'était une république socialiste soviétique, l'Ukraine, bien sûr, donc redevient indépendante en 91, et puis progressivement, l'Ukraine s'est rapprochée de l'Occident, avec toujours le même mouvement, c'est-à-dire celui de vouloir devenir, un État, qui s'ancre vers l'Occident, en voulant rentrer dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et puis aussi bien sûr dans l'Union européenne. Ce mouvement-là, il a toujours été un mouvement de fond qui a concerné ce qu'on appelait les élargissements depuis que le bloc de l'Est, en 89-90, est redevenu, une série d'États indépendants et libres. Voilà. Alors, pour faire court, le conflit est entré dans une phase beaucoup plus active, effectivement, le 24 février 2022, puisque à partir de ce moment-là, si je puis dire, pour les Russes, le rapprochement vers l'Occident, de l'Ukraine, notamment son souhait d'intégrer quand même l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'organisation militaire de l'Ouest, a fait que la Russie de Vladimir Poutine a décidé de passer à une offensive militaire, cette fois-ci directe, en envoyant l'armée russe pour, dans une moindre mesure, renverser le pouvoir pro-occidental, démocratiquement élu, de Vladimir Zelensky, qui est toujours au pouvoir, et bien sûr ramener, si je puis dire, l'Ukraine dans la sphère dite d'influence de la Russie. Alors évidemment, cette opération, dans un premier temps, en 2022, on va faire court, parce que on va pas refaire tout le théâtre des opérations, parce que sur les 3 dernières années, c'est quand même beaucoup. Mais pour faire simple, en gros, les Russes réussissent presque à prendre Kiev, Kiev, la capitale, et puis finalement, il y a un sursaut de l'armée ukrainienne, quand même largement aidée par les Occidentaux, États-Unis compris à l'époque, qui font que les Russes vont refluer progressivement et le front va se stabiliser encore dans la forme qu'il a actuellement, c'est-à-dire une occupation par les Russes de ce que l'on dit d'à peu près 20% du territoire ukrainien sur un front qui est situé, tout le monde se remettra la carte en tête, on la trouve partout, entre le sud et le sud-est de l'Ukraine. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe, c'est passé depuis 2023, parce que ça a pris un certain temps pour le reflux des Russes, et puis ensuite la donne change en effet parce que à compter de janvier 2025, ça change sur le plan international, parce qu'aux États-Unis, effectivement, les démocrates qui étaient au pouvoir depuis 4 ans perdent les élections et revient au pouvoir un personnage, assez tonitruant, qui s'appelle donc Donald Trump, qui avait donc déjà fait un premier mandat en 2016, et là donc c'est son second mandat, il revient aux affaires avec une politique qu'il a largement annoncée, et que depuis un peu plus de 3 mois maintenant, on en a presque tous les jours dans les médias, qui est d'une part, si on peut résumer, qui se traduit par un souhait de désengagement des États-Unis dans ce conflit, d'une part, ça il l'a largement montré, une volonté de renouer les relations avec la Russie de Vladimir Poutine, ça aussi il l'a largement montré, et en gros, disons, pour faire simple, de laisser les Européens, face à leurs responsabilités. Alors évidemment, ça a tout changé dans le conflit en cours. On a vu des cessez-le-feu ou des tentatives de cessez-le-feu qui se sont mises en place, le dernier en date étant celui qui, en principe, aurait lieu
concernant la partie du conflit qui est en mer Noire, ce qu'on appelle l'accord céréalier, c'est-à-dire qui permet aux navires transportant évidemment des céréales de pouvoir transiter par la mer Noire jusqu'au détroit des Dardanelles, puis ensuite évidemment partir vers la mer Égée, et puis ensuite évidemment partir sur les routes commerciales. Donc celui-là probablement aura lieu, mais en fait, et sans faire trop compliqué, il n'y a pas réellement de volonté de paix de part et d'autre, je veux dire entre Russes et Ukrainiens, parce que ce conflit est absolument terrible. On parle déjà de plus de 500 000 victimes, donc blessés, morts, civils et militaires, probablement plus. C'est une guerre très meurtrière et bon, manifestement, ça n'est pas aussi rapide que ce que Trump avait promis pour obtenir non seulement un cessez-le-feu, voire un accord de paix. Donc ça, c'est ce à quoi on assiste depuis le mois de janvier. Les perspectives, j'avoue que bon là, moi en tant qu'historien, je ne peux pas en dire grand-chose, si ce n'est que évidemment toute personne souhaiterait que, je pense, ce conflit se termine, sauf que malgré toutes les pressions, les Ukrainiens ne veulent pas céder les territoires qu'ils ont perdus, à la fois la Crimée et puis le Donbass, c'est-à-dire le sud-est du pays, et puis côté russe, ce qu'exigent les Russes, y compris les toutes dernières choses que j'ai pu collecter ce matin, ne sont pas vraiment souhaitées par les Ukrainiens, c'est-à-dire Vladimir Poutine a déclaré là encore, je crois, ce matin ou hier, qu'il était d'accord pour qu'il y ait une administration transitoire du territoire sous égide de l'ONU. Ça voudrait dire qu'évidemment il y a plus de Vladimir Zelensky, que le pouvoir en place à Kiev s'auto-dissoudrait pour une administration internationale. Bon, c'est quand même assez fort, pas certain que ce soit accepté, surtout que le conflit, au moment où on parle, Marco, se poursuit, évidemment. Ah oui, c'est sûr. Et puis il y a toute l'activité qu'ont développé les Européens, parce que face à tout cela, il y a aussi cette volonté des États-Unis probable de se désengager de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée quand même l'OTAN en 1949, suite à la crise de Berlin. Ça nous ramène en pleine guerre froide, tout ça. Et donc cette volonté de désengagement des États-Unis de l'organisation donc militaire occidentale ramène les Européens, et on a bien vu les déclarations de Macron là-dessus, et puis pas que lui, parce qu'il y a les 26 autres, de bâtir en gros une défense militaire européenne, quoi. Mais voilà, ce sera long, et là dans le conflit actuel en Ukraine, on n'est pas dans le long terme, dit le moyen terme, mais plutôt dans le court terme, là, sur les questions de cessation de tout simplement de serait-ce qu'un cessez-le-feu, avant d'en aller à un accord de paix. On n'en est même pas encore là. Néanmoins, ça bouge quand même pas mal. Il y a eu énormément sur le plan diplomatique, comme on dit dans les livres d'histoire, le monde s'agite sur le plan diplomatique, ça c'est tout à fait clair. Donc il y a eu ce sommet le 27 mars des volontaires, c'est Macron qui a appelé ça comme ça à Paris. D'où est sorti ce qu'on nous a annoncé là tout récemment, que en cas de paix, je dis bien en cas de paix, il y aurait ce qu'on appelle une force de réassurance, je cite, qui serait envoyée, une force européenne, en Ukraine pour garantir la paix, c'est-à-dire pour faire en sorte que une fois que cette paix hypothétique serait signée, eh bien il y aurait tout simplement une force militaire présente pour empêcher, si je puis dire, que ça recommence, quoi. Voilà. Alors voilà à peu près où on en est depuis évidemment janvier 2025, avec surtout aussi, ça c'est encore autre chose de plus profond, une politique étrangère des États-Unis qui a complètement changé. On l'a bien vu, alors là on sort de l'Europe centrale et orientale, mais on l'a quand même bien vu avec les projets, notamment d'accaparer
voilà encore un autre État souverain, si je puis dire, qui est l'Alaska, hein, qui a une autonomie, qui dépend du Danemark. Bon, on a vu ces revendications que mène le président Trump sur ce territoire. Je ne reviens pas sur la question du canal de Panama, qui fut en effet dans le passé sous le contrôle des États-Unis. Faut pas l'oublier. Là aussi, c'est pas que des délires, parce que parfois ça peut nous sembler délirant. Dans toutes ces postures que prend Trump et son administration, il y a aussi derrière tout ça souvent pas mal de références historiques, voire très lointaines. Je sais pas si tu te souviens, Marco, de la volonté que Trump avait d'expulser, je ne sais plus quel type de population des États-Unis, en faisant référence à une loi qui avait été votée au XVIIIe siècle aux États-Unis, c'est-à-dire juste après l'indépendance, quoi. Donc voilà, alors, on a des choses comme ça. Et puis je parle pas des relations avec évidemment le Canada, où là aussi c'est assez chaud. Et puis globalement cette politique de droit d'augmentation absolument faramineuse des droits de douane, qui d'ailleurs, si je puis dire, leur revient un peu dans la figure, parce que bon, c'est pas forcément une très bonne chose pour l'économie des États-Unis. Si j'ai bien compris, et je suis pas économiste, hein, mais c'est ce que j'ai quand même cru comprendre. Donc voilà à peu près, voilà pour sur ce qui se passe depuis janvier 2025. Voilà. Oui, alors à l'heure où on enregistre, on est le 28 mars. Oui. C'est aujourd'hui que normalement doit être signé une paix, un cessez-le-feu. C'est bien le 28. Un espoir de cesser le feu au moment où on enregistre l'émission, c'est-à-dire le 28 mars. C'est ça, oui. Or, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour le moment, celui il semblerait que ce soit plutôt des cessez-le-feu. C'est l'impression que ça donne depuis quelques semaines. On a eu, rappelle-toi, même si on en parle moins maintenant, mais une première esquisse de cessez-le-feu sur les frappes énergétiques. C'est-à-dire de part et d'autre, c'est-à-dire les Ukrainiens qui tentent d'affaiblir, le potentiel russe en détruisant notamment des raffineries pétrolières russes, et puis de l'autre côté, les Russes qui frappent les centrales électriques ukrainiennes et autres, enfin ce qu'on appelle tout le potentiel énergétique. Alors ça, semble-t-il, c'est un cessez-le-feu qui pourrait avoir lieu. Il y a celui évidemment donc que je viens d'évoquer sur la mer Noire, c'est-à-dire le fameux accord céréalier. Donc, c'est-à-dire là, qui avait eu lieu au début du conflit, de permettre effectivement d'éviter une crise mondiale des céréales, notamment dans des pays, qu'on appelait en voie de développement, hein, donc enfin tout ce qui est le Sud, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud, les pays du Sud. Hein. Bon, celui-là, parce que évidemment la Turquie dans cette affaire a joué un rôle important, notamment de médiation diplomatique. On l'a bien vu, et que la mer Noire, c'est, si je puis dire, là, on est quasiment dans un télescopage des sphères d'influence russes, occidentales, ukrainiennes et évidemment turques. Hein. Donc celui-là, peut-être, mais on est plutôt dans, moi je dirais, pas de cessez-le-feu global, mais des tentatives d'organiser des cessez-le-feu, quoi. Voilà, plusieurs petits cessez-le-feu. Mais est-ce que tout ça aboutit? Pour l'instant, c'est quand même incertain. On est dans l'incertitude, quoi. Enfin, c'est quand même, moi, c'est franchement à l'instant T, là, au moment où on parle. Maintenant, les choses évoluent à une vitesse telle depuis janvier, parce que là, il y a vraiment un coup d'accélérateur. Alors là, vraiment, comment ne pas le dire autrement? Que ça peut tout à fait changer, mais ce qui est la vraie chose qui a changé au niveau de la donne, des relations internationales, c'est incontestablement quand même ce rapprochement entre la Russie et les États-Unis, ce qu'on n'avait jamais vu depuis quand même, enfin je vais peut-être te dire, allons-y, quoi, depuis quasiment la fin de la guerre froide, c'est-à-dire les années 90, hein, au début où il y avait une entente sur ce qu'on appelle le nouvel ordre international, hein, vers 1990. À l'époque, on avait encore Gorbatchev, et puis de l'autre côté, c'était la fin de Reagan et le début de George Bush père. Tout ça est très très loin.
hein, mais c'est quand même un peu vers cette période que même comment dire les idées que Poutine a développées, et là aussi il faut le rappeler, dans un petit mémorandum qui était sorti le 12 juillet 2021, qui est parfois rappelé par un certain nombre d'analystes, qui est toujours en ligne sur le site de l'ambassade de la Fédération de Russie, et c'est pas du tout, ce texte qui fait une trentaine de pages, ça n'est pas du tout une fake news ou un faux, ça s'appelle Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, et c'est une espèce de manifeste en fait, en quelque sorte, qui montre un peu les orientations voulues par Poutine et disons les gens qui l'entourent, quoi, puisque l'idée, c'est de rétablir, je cite ce texte qu'on peut trouver partout, ce qu'il appelle la nation russe trinitaire. Alors c'est ça qui a fait hurler, si je puis dire, les chancelleries occidentales et puis surtout les divers analystes, parce que ça, des analystes, on en a à satiété dans tous les médias, comme tu le sais, depuis les médias mainstream, comme on dit, depuis de plusieurs mois, si c'était plusieurs années maintenant là-dessus, de dire, ce qu'il veut, c'est une sorte de réunification de tous les Slaves, en fait, en quelque sorte, russisants ou russophiles, quoi. Alors évidemment, ça implique l'Ukraine, effectivement, la Biélorussie, les petits États baltes qui ont eu tellement peu d'indépendance entre 1918 et 1939 pour ensuite être avalés par le pacte germano-soviétique et ensuite se trouver dans l'URSS jusqu'en 91. Eux, évidemment, se sentent menacés. Il y a la Moldavie, parce que comme qui est une petite Ukraine en plus petit, et qui est un État pourtant qui faisait partie, la Moldavie, de la Roumanie, tout simplement. Les Moldaves sont quasi des locuteurs roumains. Bien la Moldavie a été une république socialiste soviétique, elle aussi, pendant la période donc de l'URSS. Faut pas l'oublier, après 1939. Et puis évidemment, on pense aussi au Caucase compliqué, c'est-à-dire le sud, le sud-est de la Russie, avec le cas de la Géorgie, qui est aussi des peurs de se faire à nouveau manger par l'énorme Russie voisine. En Moldavie, en Géorgie, ne l'oublions pas, il y a eu une première alerte en 2008, dont on se souvient plus beaucoup aujourd'hui, où à l'époque le dirigeant pro-occidental là-bas, donc à Tbilissi, s'appelait Saakashvili. C'était un peu comme Zelensky, il voulait rapprocher la Géorgie vers l'Europe occidentale, qu'elle rentre dans l'OTAN, et puis aussi dans l'Union européenne. Et là, Poutine a envoyé l'armée aussi. Faut pas l'oublier, c'était la première alerte en plein été, en 2008. Donc et après ça n'a pas cessé en fait de partir vers cette espèce de volonté. Alors c'est globalement une volonté de rétablir la Russie dans ses frontières, du moins vers l'Occident, dans ses frontières, de l'URSS en fait, en quelque sorte. Il s'agit pas d'aller, par exemple, remanger les pays d'Europe de l'Est. Je pense à la Pologne, enfin tous ces pays-là évidemment, qui eux se sentent particulièrement menacés, ça c'est clair, ni de déferler sur l'Europe occidentale. C'est-à-dire que là aussi, il faut temporiser peut-être le sentiment en tout cas au niveau des dirigeants, de panique vis-à-vis de l'Est. Je confère le fameux discours d'Emmanuel Macron, l'intervention qu'il a faite il y a 15 jours, je crois, en disant oui, la menace est à nouveau à l'Est, en nous ramenant un peu à un discours de type guerre froide, parce que ce qui nous fait relativiser, c'est quand même que si tu veux, certes parce qu'ils ont été massivement aidés pendant les 3 premières années du conflit, mais qu'effectivement l'armée russe n'a pas réussi à
si je puis dire, à s'emparer de l'Ukraine pendant 3 ans, quoi. Elle stagne sur un front, hein, et il n'y a pas, voilà. Donc, est-ce qu'une armée qui stagne comme ça nous menace de venir nous envahir? Bah non, évidemment. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe occidentale sur le plan militaire, ça c'est très clair, et le fait que quand même il y a clairement une volonté de restaurer la puissance russe, et ça moi je l'ai toujours indiqué dans plein d'articles, dans plein d'interventions que j'ai pu faire, et ça c'est depuis que Poutine est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire quand même au début des années 2000, hein, c'est-à-dire il y a 25 ans, hein, il y a une nette volonté de rétablir, ça c'est sûr, une forme de l'ancienne puissance de l'URSS de la part de Poutine, c'est très clair. Donc effectivement, si nous les Européens on se retrouve avec plus beaucoup de soutien des États-Unis, ce qui était plus beaucoup de soutien des États-Unis, si tu veux, oui, en effet, il faut qu'on s'occupe de notre défense européenne. Et c'est une vieille histoire. La défense européenne, hein, ça remonte dès le début de la construction européenne, l'histoire de la CECA, le traité de Rome, les années 50, hein, où il y avait un projet de communauté européenne de défense, la CED, hein, qui a échoué chaque fois qu'on a voulu la construire. Hein, on a laissé les pères de l'Europe entre guillemets, les Jean Monnet, tous ces personnages-là, qui ont toujours dit et écrit que ils avaient voulu faire la construction européenne en commençant par ce qui était peut-être le plus simple, qui était le pilier économique. Hein. C'est pour ça qu'on a eu la communauté des États, c'est la communauté économique européenne, hein, la CE, hein, jusqu'au traité de Maastricht en 92. C'est une construction d'abord économique, une union douanière, hein, à la base, hein, c'est ça. Hein, donc les questions politiques, les questions de défense, ça a toujours été un problème récurrent, sauf que là maintenant, évidemment, avec la politique que développe Trump, on se retrouve au pied du mur. Voilà. Ouais. Bon, écoute, on va faire une petite pause. Voilà. Sur la tête des tombaient fins et droits, des fils de soie, comme à la sirène il cachait sa poitrine, dire qu'elle était ma promise. Elle m'aimait, pourtant je devine que ce n'est pas partie promise, car l'amour est un enfant égoïste et malhonnête, qui ne pense qu'à lui qu'à sa pomme sans se soucier du reste. Moi je ne suis pas mauvais garçon, loin de là, et pourtant je subis sa loi. Moi je ne suis pas mauvais garçon, loin de là, et pourtant je subis sa loi. Sous le nez des milices dessinées gracieuses, de fraises pulpeuses, comme à Vénus elles étaient délectables, dire qu'elle était ma promise. Elle m'aimait, c'est bien regrettable que ce ne soit pas partie promise, car l'amour est un enfant irresponsable et malhonnête, qui ne pense qu'à lui qu'à sa pomme sans se soucier du reste. Moi je ne suis pas mauvais garçon, loin de là, et pourtant je subis sa loi. Moi je ne suis pas mauvais garçon, loin de là, et pourtant je subis sa loi. Sous le front des milices logeait admirable de perles d'opale, comme au maligne elle brillait de tendresse, dire qu'elle était ma promise. Elle m'aimait mais je m'en confesse que ce n'est pas partie promise, car l'amour est un enfant capricieux et malhonnête, qui ne pense qu'à lui qu'à sa pomme sans se soucier du reste. Moi je ne suis pas mauvais garçon, loin de là, et pourtant je subis sa loi. Non, moi je ne suis pas mauvais garçon, loin de là, et pourtant je subis sa loi.
On est toujours avec Olivier, donc Olivier qui est au téléphone, qui est historien, donc et qui nous parle depuis une grosse demi-heure là maintenant de ce conflit qui oppose bien sûr l'Ukraine à la Russie. C'est le 4e volet que vous propose Olivier sur Radio Cool Direct. Alors, quels sont les risques d'après toi, les risques à l'heure actuelle du conflit en cours? On parlait tout à l'heure du traité de cessez-le-feu ou de traité de paix. Il y a encore des risques, les risques sont grands? Alors, les risques, si tu veux, c'est que tout simplement cette question dans un premier temps, si tu veux, il y a plusieurs options en fait. Hein. Il y a d'abord les cessez-le-feu, comme tu dis, effectivement, comme on l'a évoqué. Bon, là, il y a une esquisse à l'heure actuelle de cessez-le-feu de thématique. Hein, donc celui en mer Noire probablement, mais ça c'est tout récent, ça date d'il y a 48 heures, hein, où donc le cessez-le-feu sur les frappes énergétiques, mais ce sont des cessez-le-feu perlés, c'est pas un cessez-le-feu global. Donc là, on en est là. Ensuite, il y a évidemment, en allant plus loin, un accord de paix avec une garantie de sécurité qu'il faudrait déterminer, qui s'est un peu esquissée avec la fameuse force de réassurance là qu'a évoqué Emmanuel Macron pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier. Bon, peut-être que là il y a un rapprochement vers ce qui serait éventuellement une paix, mais le risque, effectivement, pour faire court sur cette question-là, de ce conflit, c'est le risque depuis le début, c'est-à-dire de son extension, et ce qui est quand même craint par les Occidentaux, surtout, de son extension de ce conflit, donc vers ce que j'ai évoqué justement juste avant, c'est-à-dire vers un certain nombre d'États qui ont fait partie précédemment, effectivement, de l'URSS et que les Russes voudraient bien réintégrer. Ça, c'est quand même très clair dans toutes les postures que peut avoir Vladimir Poutine, c'est-à-dire les petits États baltes, sauf que eux, ils sont membres de l'OTAN, donc s'ils sont agressés, c'est une guerre avec l'OTAN, donc voilà un risque. Au sud, c'est la petite Moldavie. Que se passerait-il évidemment si la Moldavie était à son tour conquise? Et là, si le conflit continuait ou reprenait, ça voudrait dire que les Russes prendraient ce qu'il reste du sud de l'Ukraine, c'est-à-dire la très grande ville stratégique d'Odessa. Et s'ils prennent Odessa, ils font jonction avec la Transnistrie, qui depuis les années 90 est sous contrôle russe, ne l'oublions pas, qui est un morceau de la Moldavie. Et donc là, effectivement, extension du conflit avec la Moldavie, et donc potentiellement avec la Roumanie qui est des membres de l'OTAN et où l'armée française a un corps expéditionnaire qui a quand même été envoyé au début du conflit par Emmanuel Macron. Donc là, voilà encore un autre risque. Donc il y a bien sûr, il faut pas le négliger, il y a encore à l'heure actuelle dans ce conflit qui n'est pas terminé ce 28 mars des hotspots, si je puis dire, un au nord, avec les petits Baltes, et un au sud avec la Moldavie qui vraiment sont à scruter et reste un point dangereux. Voilà pour les risques d'extension. Voilà. Alors, autour des événements récents, on assiste à une véritable recomposition des rapports de force. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner une présentation donc de ces rapports de force? Tout à fait. Alors, le rapport de force, là aussi, ce sera quand même rapide parce que on l'a évoqué déjà précédemment un peu. C'est effectivement que ceux qui, même au-delà de la guerre froide, ce qui garantissait, l'équilibre des rapports de force en Europe au sens large du terme, change parce que tout simplement, ce qui donnait cette garantie, c'était l'appui des États-Unis via l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vers l'OTAN. N'oublions pas qu'en 49, l'OTAN avait créé pour être un parapluie nucléaire en fait nord-américain pour garantir la paix de l'Europe occidentale face au rideau de fer et au monde soviétique et ses alliés. Et après 1989, à la fin de la guerre froide, l'organisation Est militaire qui s'appelle le Pacte de Varsovie disparaît, qui a été créé en 55, lui, mais par contre l'OTAN continue d'exister.
Hein, et c'est pour ça qu'elle va s'étendre vers les pays d'Europe de l'Est. Parce que les pays d'Europe de l'Est, à partir de 90-91, ils veulent d'abord intégrer cette alliance militaire pour se prémunir, évidemment, d'un retour un jour éventuel de la menace russe. Ce sera plus soviétique, mais russe. Voilà. Et donc, c'est exactement ce mouvement-là qui fait que le conflit ukrainien a pu apparaître, parce que c'est apparu du fait que l'Ukraine, évidemment, a voulu se rapprocher de l'Occident et donc rentrer dans l'OTAN, tout simplement. Donc, voilà, le nouveau rapport de force, c'est que tout simplement, les États-Unis se désengagent de tout ça. Quitteront-ils l'OTAN? Bon, les derniers analystes pensent que non, quand même, mais néanmoins, et c'est certain, on assiste, c'est tout à fait étonnant, à un rapprochement entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre les États-Unis et la Russie, et une Europe qui se retrouve un peu seule finalement, une Union européenne qui se retrouve toute seule et qui va devoir construire son propre système de défense. Donc elle se retrouve face, si je puis dire, à ses obligations, et surtout face à un enjeu, cette Europe de la défense que elle n'a pas pu, elle n'est pas arrivée à mettre en place depuis les années 50. Voilà, à peu près. Alors, l'état d'esprit est assez pessimiste à l'heure des prises de position du chef de l'État, Emmanuel Macron, une Russie qui redevient la principale menace comme en 1949. C'est vraiment comme en 1949 ou Bien sûr, parce que cette déclaration qu'a faite Emmanuel Macron, c'est très clair. Parce qu'en 1949, ce qu'avait Staline, qui était encore au pouvoir, on est au tout début de la naissance de la guerre froide et du rideau de fer. Staline voulait sécuriser évidemment sa nouvelle sphère d'influence avec les pays du bloc de l'Est. Et ce que fait, en provoquant une crise internationale majeure, ce que fait Staline en 48 d'ailleurs, parce que commence en 48, c'est tout simplement de vouloir se débarrasser de Berlin-Ouest, c'est-à-dire l'enclave en fait occidentale, en plein dans la partie allemande occupée par les soviétiques. Et ça provoque une crise internationale parce que les États-Unis à l'époque, refusent de céder. C'est le président Truman à ce moment-là qui est au pouvoir, le successeur de Roosevelt, et Truman menace tout simplement l'Union soviétique, pour faire court, de la raser nucléairement. Il déplace les super forteresses avec la bombe atomique sur toutes les bases justement nord-américaines en Europe occidentale, et Staline recule évidemment. Et pour quelle raison? Parce que, ne l'oublions pas, pour conclure ce point rapidement, c'est que les États-Unis, jusqu'à la fin de l'année 49 ou presque, ont le monopole nucléaire, dont ils se sont servis à Hiroshima et Nagasaki, à l'été 45 pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, et les soviétiques n'auront que fin 49 la bombe atomique. Donc le rapport, la course aux armements, l'équilibre de la force de la terreur nucléaire, ça n'existe pas encore. Donc c'est pour ça vraiment que cette crise de Berlin cimente la guerre froide, et que à partir de ce moment-là, on est en plein début de guerre froide effectivement, et que la menace c'est vraiment l'Union soviétique, quoi. Donc oui, c'est ça, c'est clairement ce que dit Macron, pour répondre à cette dernière question en fait, ce que dit Macron dans son discours en parlant de la menace qui revient à l'Est, c'est vraiment une allusion effectivement à la guerre froide, et aussi en lançant derrière tout ça son projet de réarmement. Là, il s'agit d'un réarmement européen, mais aussi d'un réarmement français. Et tu as vu aussi deux choses quand même qui sont importantes, Marco, et on peut terminer avec ça, qui sont d'une part ce livret, une sorte de livret d'épargne de bons de guerre, avec une cotisation de 500 € minimum pour chaque Français. Enfin, c'est sur la base du volontariat. Je pense qu'ils n'en avaient pas encore à venir nous les prendre dans les poches, mais bon, 500 € minimum avec 5% d'intérêt, sorte de prêt en fait, quelque part, pour financer le réarmement. Et puis aussi cette petite chose que j'ai vue, ce petit entrefilé, et ça je pense que c'est important de le rappeler ici, qui est que on nous a annoncé avant l'été que chaque Français recevrait un livret, un petit livret, je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ah oui, ça fait le tour des réseaux, voilà.
C'est ça. Alors, je pense que c'est pas une fake news, c'est-à-dire un petit livret pour savoir quoi faire en cas de crise. Donc, alors évidemment, crise terroriste, crise sanitaire, évidemment, c'est ça qui est derrière. Et puis surtout en cas de guerre aussi, parce que comme ça, voilà, on est tranquille. Donc, on en revient vraiment à une atmosphère de type guerre froide. Alors, voilà, l'industrie des abris anti-atomiques va reprendre. J'en sais rien, faut descendre dans les caves. Enfin, tu vois, voilà. C'est vraiment ça. Bon, maintenant, il faudra voir ce que ce livret contient. Ou si jamais il a lieu, mais je pense qu'on va avoir droit à ce petit livret, quoi. Donc on a une espèce de rétablissement d'une espèce, encore fallait-il rajouter ça à tout le reste, d'atmosphère anxiogène, de guerre, d'avant-guerre, etc., relayée par tout un tas de publications diverses de tous les spécialistes qu'on nous sert quotidiennement dans les grands médias, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu trop rapide de la part de Macron de lancer ce genre de livret à faire peur, ça parce que c'est depuis qu'il y a cette annonce là, ça sème un petit peu le doute et la peur aussi pour certains. Ben oui, voilà. Mais alors ça c'est. Est-ce qu'il fallait pas attendre? Il faut aussi voir là-dedans qu'il y a un aspect de politique intérieure, quoi, c'est évident. Parce qu'on est dans une situation quand même depuis le mois de juin qui est quand même tout à fait inédite, avec une sorte de vraie fausse cohabitation. On est quand même dans une crise institutionnelle là. La Cinquième République en a vu d'autres, mais quand même qui est importante. Ça c'est quand même clair. On va pas revenir sur la politique intérieure, c'est pas le propos ici. Mais enfin les élections européennes, perdues par l'ancienne majorité, fallait-il pour autant dissoudre? Je continue de penser que non. Parce que c'était pas une élection majeure, parce que les élections intermédiaires ont été perdues depuis le quinquennat par tous les pouvoirs, tous les exécutifs pratiquement. Donc, pourquoi ça? Voilà. Et puis ensuite, si c'était un calcul, c'est raté, parce que on a bien vu l'état actuel d'une chambre, comme on disait sous la Troisième République, qui est ingouvernable, ingérable, parce que donc du coup on a des sortes de gouvernements, au coup par coup. Il y a eu Barnier, maintenant c'est Bayrou. Donc peut-être que là derrière, il y a une volonté de réaffirmer, parce que là aussi c'est la Cinquième République, donc de réaffirmer le domaine réservé du chef de l'État. Et ça a toujours été comme ça depuis 58, c'est-à-dire que l'armée, que c'est le domaine de la défense, le domaine évidemment de la force nucléaire, parce qu'il y a aussi tout ça là derrière, faut pas l'oublier, avec cette idée de partage. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de ça aussi, ça fait partie des idées de règlement du conflit, que désormais ce serait la France et la Grande-Bretagne qui donneraient leur garantie nucléaire de protection en remplacement de celle des États-Unis. Alors peut-être que c'est ce qui va se produire d'ailleurs. C'est une garantie. Il s'agit pas de faire une guerre nucléaire, évidemment, c'est pas du tout ça. Mais tout ça pour le coup, c'est du moyen terme. Encore une fois, et dans cette affaire-là, on est dans du court terme. Donc Macron, avec son histoire de livret et de bons de 500 € là minimum, parce que c'est ce qui a été dit par Bercy. Je pense que c'est vraiment effectivement, alors ça peut paraître rapide, court, etc. Mais c'est ça, je pense que c'est une volonté il y a aussi là-dedans une volonté de réaffirmer dans une sorte de gouvernance fractalisée qu'on a à l'heure actuelle, de réaffirmer un peu le rôle du chef de l'État dans la actuelle, qui est le garant de la sécurité, etc., de aussi de la partie diplomatique. Mitterrand avait fait la même chose, faut pas l'oublier. Non, c'est loin tout ça. Et rappelle-toi de la logique de guerre de Mitterrand en 1990. C'est vieux, ça c'était il y a 35 ans. En 1990, moi je me souviens très bien, quand il y avait eu l'invasion du Koweït, rappelle-toi, c'était une sacrée crise. Je pense que t'es aussi ancien que moi pour t'en souvenir. Je te remercie. Non, mais je veux dire, j'ai pas dit qu'on était des vieillards. Non, mais on se souvient, oui. Dans la maturité. D'ailleurs, moi, je me disais, c'est pas possible, ils vont pas y aller. En fait, ils sont allés, quoi.
Et nous, moi, je me souviens à l'époque, j'étais évidemment beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, mais ça nous avait flanqué la trouille parce que Mitterrand avait annoncé ça à la télé. On n'avait pas réentendu parler depuis la fin de la guerre froide, hein. Enfin, voire depuis là, je dirais, j'irais même plus loin, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas réentendu parler de guerre, hein. Et on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, etc. avec cette histoire, puisque il y avait encore l'Union soviétique à l'époque, l'Irak de Saddam Hussein était plutôt dans le camp, si je puis dire, de l'Est. Qu'est-ce que ferait Gorbatchev si on envoyait un corps expéditionnaire pour libérer le Koweït, ce qui d'ailleurs a été fait, hein. Bon, alors allez, voilà. Et imagine ce qu'aurait été cette crise internationale, parce que ça a d'abord été une crise internationale, si ça n'avait pas été Gorbatchev mais Poutine aux affaires, tu vois. Donc ça aurait sans doute été complètement différent, quoi. Donc voilà, mais à cette époque-là, c'était autre chose. On était dans le nouvel ordre mondial et l'idée, c'était de faire une opération de l'ONU, c'est une fameuse opération de police pour libérer ce territoire souverain qui était le Koweït, qui avait été envahi par l'affreux Saddam Hussein, n'est-ce pas, enfin, etc. On connaît la suite. Bon, voilà. Ouais. Alors, pour en revenir à Emmanuel Macron, vu que sa politique intérieure est catastrophique, peut-être qu'il s'est dit qu'avec ce conflit, il allait être fédérateur, il allait être rassembleur. C'est bien calculé quand même tout ça aussi, non? Tout à fait, bien sûr. C'est l'image de l'union sacrée, si tu veux, c'est-à-dire celle qui avait servi en 1914. Hein, bon, ça a raté en 39, évidemment, puisque il y a eu la collaboration avec Pétain, mais en 14, par exemple, sous la Troisième République, il y a eu ce qu'on appelait l'union sacrée, c'est-à-dire qu'on était dans une situation de conflit. Et donc, on mettait en veilleuse les querelles politiques intérieures, tout le monde regroupé derrière le chef de l'État, qui à l'époque était Poincaré, hein, Raymond Poincaré, qui en plus venait d'être élu, je crois, voilà, quelque chose près. Donc, allez hop, on part la fleur au fusil, hein, et c'est parti pour 4 ans d'une boucherie qui a quand même fait plus d'1 million de morts pour la France, quoi. Enfin bon, voilà. Alors ça aussi, je me suis replongé un peu quand j'avais vu cette intervention de Macron dans quelques documents historiques. Hein, et le 5 juillet 1922, tu vois, donc il y a après un peu plus d'1 siècle, hein, il faut savoir que Poincaré, hein, donc qui avait été l'ancien président de la République, hein, jusqu'en 1918-1919. Eh bien, Poincaré, à un moment donné, il y a des élections, etc. Il revient dans l'opposition et il fait un grand discours à la Chambre, hein, sur le fait qu'il faut que les Allemands payent leurs réparations de guerre, etc., etc. Hein, et on sait très bien comment ça se passera, puisque Poincaré, on verra cette fameuse opération militaire, hein, unilatérale, comme on dirait aujourd'hui, pour occuper la Ruhr, pour que les Allemands payent leurs réparations. Et ça avait valu de la part du député Paul Vaillant-Couturier, donc qui était un député communiste, hein, du jeune parti communiste de l'époque, hein, à la Chambre, il avait interpellé Poincaré en disant « Vous êtes Poincaré la guerre ». Voilà. Donc tu vois, c'est une vieille expression de la vie politique sous la Troisième République. Donc on pourrait aussi dire, tu vois, Macron, c'est Macron la guerre. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de détracteurs à l'heure actuelle, il y en a quand même beaucoup, ont dû déjà sortir des pancartes avec écrit Macron la guerre. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'en suis persuadé, tu vois. Mais c'est une expression, quoi, si tu veux, dans la vie politique, une tradition dans la vie politique française. Alors, est-ce que Macron maintenant est belliciste? J'en suis pas sûr, mais je pense que ce qu'il cherche surtout à faire, c'est à placer la position de la France dans cette affaire, quoi, au niveau européen, quoi. Donc ça c'est très clair. Et effectivement, comme tu le dis, oui, au niveau, comment dire, de la politique intérieure, oui, c'est une volonté de reprendre aussi la main, quoi. C'est quand même, c'est assez objectif, quoi. Maintenant, voilà, ça c'est ce qui est en l'état le 28 mars 2025. Et si ça se trouve demain, après-demain, tout sera différent. Là, de toute façon, comme les médias vivent dans l'immédiateté, ce qui va occuper le week-end, c'est ce terrible tremblement de terre que tu as dû voir en Asie du Sud-Est, on a appris la nouvelle, je crois, vers l'heure du déjeuner aujourd'hui. Ça va occuper l'information, tu vois. Bon, après, on reviendra à nos affaires habituelles, Ukraino, conflit, Trump et compagnie, quoi. Tu vois. Enfin bon, voilà.
Eh bien, on va te remercier. Merci Olivier donc d'être venu une nouvelle fois nous éclairer, je vais dire hélas, sur ce conflit donc qui oppose les Russes à l'Ukraine. Alors je rappelle que tu es docteur, professeur également à l'université Paris 3 de la Sorbonne, oui. C'est ça? Oui, alors statutairement, c'est toujours le monde universitaire est un monde, comment dire, toujours assez, je veux pas dire médiéval, enfin, parce que je voudrais pas non plus être, comment dire, caricatural, mais c'est non, moi je suis alors docteur en histoire contemporaine, oui, j'ai été qualifié maître de conférence, mais je ne le suis plus parce que bon, évidemment la pénurie des postes est ce qu'elle est, ça aussi on pourrait en discuter, et donc je suis chargé de cours en histoire, ça c'est le titre, hein, parce que évidemment pour les étudiants je suis leur professeur, si tu veux, tu vois, mais professeur en chaire à la Sorbonne, non, ce n'est pas mon cas, hein. Voilà, mais ça ça peut sembler être comment dire un jeu d'écriture de mots, mais c'est quand même important parce que bon, souvent, surtout à l'étranger d'ailleurs, rapidement on devient c'est assez superlatif, quoi. Voilà, et puis je suis aussi gestionnaire administratif effectivement dans mon université. Donc j'ai au moins 3 ou 4 casquettes différentes, quoi. Voilà. J'ai pas dit que tu avais une grosse tête, Olivier, pour avoir 3 casquettes. Mais certainement pas. Non, mais je suis, comment dire, je suis ce que je suis. C'est déjà bien. Je suis déjà bien occupé avec ça. C'est pas. Je voulais juste dire à nos amis auditeurs, donc bon, qui pourront écouter cette émission en podcast, mais aussi découvrir ta chaîne YouTube où là, oui. C'est ça, hein. Tout à fait. Alors, en effet, j'ai développé. Alors ça, c'est après la période, puisqu'il y a en gros 3 périodes différentes dans ma présence, si je puis dire, dans les réseaux, quoi, comme on dit. Voilà, c'est un peu quand même les réseaux sociaux. Alors la première, c'est Jean-Claude Carton, on l'a rappelé tout à l'heure, 2012 à 2015, l'émission Histoire d'en parler, une émission de web télé sur la web télé Étoile du Cœur qu'avait créé Jean-Claude, qui en plus, Jean-Claude voulait le rappeler toujours, mais qu'il a été un des pionniers, voire le créateur de la première web télé à l'époque. En 2012, il n'y en avait pas tant que ça, et il disait toujours ça, Jean-Claude. Je pense que bon, quelque part, ça doit être quand même vrai. Ensuite, j'ai migré avec d'autres émissions d'histoire sur la chaîne Akasha, qui aujourd'hui s'appelle, toujours sur YouTube, hein, la chaîne Akasha qui aujourd'hui s'appelle Bien à toi, qui est gérée par quelqu'un que je connais très bien, qui est Nico, hein, avec qui on a fait plein d'émissions. Nico, qui lui aussi était dans la sphère Jean-Claude aussi, et a été l'archiviste en quelque sorte, hein, de toutes les émissions de Jean-Claude ensuite qu'il avait faites, donc tant un certain nombre d'entre elles de Radio Lucie maintenant, puis ensuite sur Radio Anguin. Il y a eu une période aussi à Radio Anguin avec Jean-Claude où moi aussi j'ai fait quelques émissions, et puis ensuite donc moi j'ai fait des émissions avec lui, puis aussi un peu sur une autre chaîne moins connue qui s'appelait Terrazen, et puis après j'ai développé ma propre chaîne YouTube en effet qui s'appelle Parlons d'Histoire, dans laquelle j'ai mis à la fois leurs différentes choses, des topos historiques, des visites de musées, des petites brèves historiques, l'ensemble de mes cours aussi qui s'y trouvent, parce que ça m'a permis de les mettre pendant la période du Covid. Ça a permis pas mal de développer cette chaîne. C'est une petite chaîne qui fait, à l'heure actuelle, alors évidemment c'est très modeste, je dois être à 1300 abonnés, mais je suis quand même parti de zéro. Donc voilà. Alors il y a des vidéos qui ont très peu de visiteurs. Celle qui en a le plus, je crois, doit faire entre 3 à 4 000 visiteurs sur une de mes vidéos. Je crois que c'est sur l'ex-Yougoslavie, ou je sais plus, sur des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, et je continue de la développer, effectivement. Donc voilà, moi je suis. Alors c'est une chaîne non monétisée, mais tous ceux qui s'abonnent sont les bienvenus, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, effectivement.
Voilà. Eh bien, on va te remercier, mon cher Olivier, d'être passé au micro de Radio Cool Direct. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube également à nous, Radio Cool Direct. Voilà, puisque... Tu me diras quand le podcast est en ligne. Merci Olivier, à bientôt. Salut Marco, au revoir à tout le monde. 4e rendez-vous sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec Olivier dans le podcast d'histoire de Radio Cool Direct.